Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, c'est le nouveau rituel, le podcast Pronostic Samouraï MMA chapitre 6 avec notre invité Faber Glass. Comment ça What's up, va? les gars? Content d'être de retour, man, pour les pronostics. Vous allez me faire chicaner par des fighters encore. Let's go! Ouais, Encore une ouais. fois. Mukendi, comment ça va? T'es en déplacement aujourd'hui? Ouais, je suis en déplacement, ça va très bien et vous, en plus, on profite bien, la chaleur, le jour férié, c'est agréable. Alors, cette carte de Samouraï MMA chapitre 6, déjà, est-ce que elle est plus impressionnante selon vous que le chapitre 5? Je pense que c'est impossible, là. Personnellement, là. Non? Bah, il y avait aussi dans le chapitre 5, il y avait quand même Dupree Ouais. qui a fait un beau combat, Tommy Morrison qui nous a laissé avec un combat aussi magnifique. Mais en termes de nom, bon, Tommy, il est encore là. Parce que je vois beaucoup qui disent qu'elle serait peut-être meilleure finalement cette carte que la précédente. Mais c'est vrai que la précédente en termes de nom, on ne parle pas de performance parce qu'on n'a pas vu encore les performances du chapitre 6. En termes de nom, elle était pas mal quand même la précédente. Ouais, je trouve que c'est kiff-kiff. Ouais. Écoute, je pense que tout est des match-up un peu, puis c'est ça. Moi, je continue à dire, ça nous prend des match-up locaux, man. C'est ça que ça nous prend le plus. C'est le fun d'avoir des Mexicains qui viennent, sont super fins, sont super bons. Tu leur donnes de la poutine après le combat, c'est le jour de leur vie, eux autres, ils capotent bien dur, là. Fait que, Ouais, ouais. je les adore, là. Tout personnellement, les Français aussi, on a vu des tellement bons venir, c'est hot, mais tu sais, des Danny Mallette, Mathieu Rousniak, des Ben Narek, Poulain, c'est ça qu'on veut. Puis je pense que on va savoir, c'est con un peu de dire ça de même, là, mais on va savoir après si cette carte-là a été meilleure que la cinquième. Ouais. Parce que je pense que cette carte-là a le potentiel de setup des match-ups locaux qui sont comme très importants. Là. Mettons, Mallette Ramsey. Pas tout de suite, mais Jourdain se bat contre le même gars que Tommy a déjà affronté. Puis le fait que Louis descende à 125, tout le monde automatiquement sont genre oh shit, Louis Jourdain contre Tommy Morrison. Fait qu'on va savoir avec ce combat-là, est-ce que Tommy il est proche de pouvoir se battre contre Louis ou si genre Louis est vraiment beaucoup en avant sur Tommy en termes d'évolution, whatever. Fait que je pense que cette carte-là a le potentiel de setup des match-ups locaux sur les autres cartes Ouais. d'après. Que là, on va revenir un peu au Tantico, là, où on avait les Jourdain Morgan, les Jourdain Laramie, les Barrio Gavrilovic, tu sais, les gros match-ups qui faisaient déplacer le monde massivement. Là. Intéressant. C'est vrai, on aura des réponses après cette carte. Alors, sans plus tarder, allons-y. Pronostic. Simon Lagarde. Attendez, je vais faire ça dans l'ordre. Guillaume Poulain contre Matt Bednarek. Faber Glass, je te propose de commencer. Let's go. C'est un match-up qui m'intéresse beaucoup, honnêtement, pour être super franc, parce que Matt Bednarek, j'ai eu la chance de le voir combattre ses 3 combats. Son premier combat pro, il affrontait Dorian Dokai sur short notice à 185 livres. Bednarek était en plus un striker, l'autre était un massive grappler avec une bonne takedown game. Match-up de merde, ça allait jamais bien aller. Deuxième combat, Matt Smith, qui est un des gros prospects de BTC. Bonne décision, back and forth. Bednarek pas capable d'aller chercher la victoire, mais combat serré. Puis j'ai vu Smith une semaine après au Unified. Il y avait un œil au bar noir, tout enflé, des points de suture partout dans la face. Fait que, tu sais, Bednarek a vraiment été solide dans ce combat-là. Ensuite, troisième combat pro, se pointe contre le chum Rob Protomani, domine le combat, domine, va chercher des takedowns, le domine debout. Puis au troisième round, Dazer Scramble se fait ramasser une guillotine. Super beau move de son adversaire, mais malheureusement pour Ben Narek, perd le combat, se retrouve 0-3, mais un 0-3 qui, Ouais, 2-3 petites affaires auraient été différentes, puis ce gars-là arrive 2-1 aujourd'hui. Donc, il est ok, très bon. S'entraîne ok, à Adrenaline MMA avec Gordon Cunningham beaucoup parce que c'est deux grands longs. oui. Euh, solid training, whatever. Guillaume Poulain, gars qu'on a vu chez les amateurs qui était très bon. On dirait que ça n'a pas full bien translate chez les pros. Puis Guillaume qui est quand même un gars qui est âgé. Je pense qu'il a fait ses débuts pro, il avait 35-36 ans. Là, fait que le gars doit avoir comme 38 aujourd'hui, selon mes 38, calculs ouais, scientifiques. exact. Euh, Très bonne ça science. va être un tough match-up pour Guillaume. C'est un gamer, par exemple. C'est un brawler. Ce gars-là, il a pas peur. Écoute,
je pense, à ce que j'ai cru comprendre, que c'est pas lui qui a été le plus dans le gym lors de son inactivité, mais quand il a vu que Samouraï revenait, puis que là, ça s'en venait sûrement à Gatineau prochainement, il est revenu dans le gym, s'est Il s'y est entraîné remis. comme un malade pour être prêt pour cette opportunité-là. Fait que je sais que Guillaume va être là. Je peux pas le favoriser dans ce combat-là. Je vais aller avec Ben Narek, mais je le sais que Guillaume, s'il y en a un qui est un gamer, puis que tu peux pas vraiment faire d'erreur, c'est contre lui. Puis Ben Narek il a prouvé être très bon, mais peut-être malheureusement faire des petites erreurs qui lui faisaient perdre ses combats. Là. Donc, tu y vas pour une Ouais, victoire de je vais y aller avec Bednarek. Ben Narek ici. Bon, je pense qu'on a perdu pendant un petit moment Mukendi, il va sûrement revenir. Moi, je vais y aller avec Guillaume Poulain, porté par sa foule. Je pense qu'il sera capable d'inscrire sa première victoire en professionnel. En plus, il nous a dit qu'il serait peut-être intéressé plus tard à avoir une revanche contre Dani Malette, donc il n'a pas le choix de gagner là. Il faut qu'il se remette sur le chemin de la victoire pour l'avoir. Simon Lagarde contre Amar Nessar. Je vais y aller S'il vous plaît, man. rapidement. S'il vous plaît, man. Je pense que là, Simon Lagarde, il a appris de son dernier combat. Parce il aurait pu gagner s'il avait été moins émotionnel, moins émotif. Et là, je pense qu'il est de retour dans une mentalité qui fait que ce combat-là, il va faire ce qu'il faut pour gagner. Faber, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'on peut même savoir sur ce combat-là? Considérant que Amor s'est battu pro pendant un peu de temps, une minute quelques, 2 minutes, s'est fait mordre, puis il a gagné par DQ. Donc, tu sais, on n'a rien sur Amor, là. On n'a rien, rien, rien. Donc, honnêtement, j'ai pas vraiment le choix d'y aller de facto avec Lagarde parce que, tu sais, je l'ai vu avoir des bons moments, je l'ai vu avoir des mauvais moments, mais au moins, je l'ai vu avoir des moments. Contrairement à l'autre, comme j'ai dit, il s'est fait takedown, il s'est fait mordre. C'était hilarant parce que dans le peu de temps que ce combat-là a duré, son adversaire trichait à souhait. Là. L'amène en clinch contre la cage, grab la cage bien Ah dur. ouais, Ah hein? ouais. Il y avait de la tricherie là, contre Amor dans ce combat-là. Fait que je suis content pour lui qui a eu la DQ au final, mais on sait rien sur lui. Puis Simon Lagarde, on le sait qu'il va se battre, man. C'est ça qu'il fait. Il est là pour se battre. Il est là pour aller de l'avant. T'sais, à son détriment, des fois, là. Honnêtement, contre Gordon Cunningham, il est rentré tête première dans ce que Gordon voulait lui donner. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'Amor est capable de dealer avec ça quand ta seule expérience pro, c'est justement d'être fait mordre? Je ne sais pas. Je vais Intéressant aller en avec tout cas. Simon ici. Mais Ouais. parfait. Bon, on espère vraiment que Simon va gagner parce que il mérite. Il a beaucoup travaillé. On a voulu l'interviewer. Il a dit non, cette fois-ci, je parlerai pas. Euh, donc, je pense qu'on a un Simon qui a appris de ses erreurs. On passe à. J'aurais aimé qu'on passe à Patry contre Chayeb, mais malheureusement, ce combat-là a été, selon nos sources, annulé. Faber, selon tes sources aussi. Ouais. Il y a des petites affaires qui ont pas marché, mettons. Faber, est-ce que, vu qu'on peut pas parler de Patry vs Chayeb, est-ce qu'on peut parler de Patry contre Johan Lennes s'il y avait un sparring aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passerait? Parce que ça s'est beaucoup échauffé sur Instagram. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est ça. Écoute, c'est sûr qu'ils se sont battus, puis il est arrivé ce qui est arrivé. Pierre Patry, il est gros, il est athlétique, il est méchant. C'est clairement, c'est un combattant dans l'âme. C'est sûr que Johan s'est beaucoup amélioré depuis. Il est comme. Johan, c'est un gars qui s'est fight into shape. Fait que peut-être qu'au moment où il commençait, il était pas expérimenté, il était pas dans sa meilleure condition physique ni rien. Quand il a affronté Pierre Patrick chez les amateurs, il a pas vraiment perdu depuis avant de se rendre à l'UFC. Fait que tu sais, c'est sûr que ça serait dur d'arriver ici et de dire oh, Pierre Patrick, qui s'est pas battu une fois chez les pros, défonce le UFC fighter Johan Lennes. Ouais, c'est clair. Même s'ils sont à 2-3 weight class de différence, mais je connais mon Johan off-camp, il est capable il est capable de se pointer là à deux Oui, kecks, oui. là, puis Ouais. ça sera pas la Facile. fin du monde. Mais ouais, c'est ça. Il n'y a pas de combat, fait que je vais me réserver un pic, là, tu sais. Mais écoute, Wood Ouais. Watch, man. Si vous êtes là, puis si ça arrive sommaire, puis l'aréna est là pour filmer ça, je vais être le premier à regarder le vidéo et à le partager, là. Parfait. On a Patrick Connors contre David Moon. Gros combat. Gros combat. Deux gars d'expérience dans la cage. David Moon qui s'est battu un peu partout dans le monde, mais jamais au Québec, si je ne me trompe pas. Et là, il va se battre au Québec. Il s'entraîne à Tristar. Qu'est-ce que tu penses, Mukendi, de ce combat? Tu as déjà vu sûrement David Moon en plus combattre ou se parer, vu que tu t'entraînes au même endroit.
Ouais, David Moon, il est bon, il a un bon striking. Et c'est vrai que moi j'ai pas vu beaucoup de combats de lui, mais c'est un combattant quand même très très expérimenté. Connor, ce que je connais moins aussi, je pense que c'est un bon match-up, ça fera un beau combat, un combat qui sera peut-être plus debout. Mais je vais aller avec David Moon de. Je pense que Connors va vouloir amener ce combat au sol. Qu'est-ce que t'en penses, Faber? Je ferais pas ça, personnellement, si j'étais lui, peut-être, mais tu sais, Pat Connors est plus un gars de qui va essayer de te faire shooter puis mettons, de te soumettre de là. Tu sais, il y a des longs bras. Le gars, il mesure 15 km de longueur puis de grandeur, d'ailleurs. Là, tu sais. Ouais, ouais, immense. Notre joke entre nous, c'est qu'on l'appelle le petit Pat Connors parce que Greg, il l'a appelé de même un moment donné, puis je sais pas pourquoi, là, mais c'est très drôle de référer à Pat Connors comme étant petit quand c'est à peu près tout sauf ça. Euh, L'affaire avec Pat Connors, là, c'est que il a un bon jab, travaille bien, son striking flow bien, mais on dirait que quand il devient, au début du combat, quand il est comme un peu sur ses gardes, puis tout, c'est là que son striking marche le mieux. Puis plus il devient confortable, c'est comme s'il devient un peu plus nonchalant. Puis là, il va commencer à se faire taguer par des choses qui devraient pas se faire taguer. Puis, tu sais, honnêtement, il a shooté dans une guillotine contre Robert Serres. Moi, si j'étais Pat Connor, j'essaierais de garder ma distance, travailler beaucoup derrière mon jab. Mais c'est sûr que, tu sais, comme d'arriver là et de dire je vais striker 15 minutes avec David Moon, c'est peut-être pas la solution pour gagner le combat. L'affaire, c'est que David Moon, oui, c'est un striker, mais ce gars-là, comme on dit, là, il a de l'expérience. Il a 17 combats pro, s'est battu contre des excellents combattants. Je ne sais pas si Pat Connors est genre, je vais emmener ce combat-là au sol. Je ne sais pas si c'est le meilleur grappler des deux, honnêtement, étant donné que les deux, c'est pas leur force, le grappling. Je pense Ouais. que David Moon est probablement plus complet, dû à son expérience, puis dû au fait que le gars, il fait ça depuis quasiment toujours, là, ce stade-ci. Donc, c'est dur de comme pas pick David Moon dans ce combat-là. Là. Clairement, moi aussi de mon côté, je vais pick David Moon pour l'expérience. Et puis, beaucoup de personnes m'ont parlé de lui comme un excellent striker. Et il a le punch pour éteindre les gens en plus. Donc, on va y aller sécuritaire avec David Moon pour ce pronostic. Attention, attention, le prochain. Kevin Bastien Popovic contre le français Fodel Bentayeb de la H-Fight. Où Mukendi s'est déjà entraîné là-bas. C'est ça, Mukendi? Ouais, ouais, c'est ça. En France. Parle-nous de la H-Fight un petit peu. C'est C'est un le club niveau là-bas. qui est géré par Mamour. Après, entre-temps, il y a pas mal de combattants qui ont changé entre-temps ou qui ont arrêté leur carrière. Mais comme professionnel, tu vas toujours avoir des combattants comme par exemple Leblanc, Nicolas Oui, Leblanc qui qui a gagné s'entraîne au Cage aussi Warrior. au NR Fight. Donc, on va dire que parmi les combattants, ça va être lui le plus connu. Après, tu as d'autres combattants comme Et Bouralem. le... Ouais. Et Bouralem je crois, je sais plus s'il va combattre à l'Hexagone très bientôt. Mais t'as plusieurs combattants, et dont Faudel, qui avait gagné un combat au MMA-GP contre Florent Burillon, Ouais. donc l'ancien adversaire de Cédric Doumbé, et qui avait fait une belle prestation. Après, il va tomber contre un gars, contre Kevin, qui est fort au sol. Ça va être ça va être un combat. C'est un combat qui est difficile quand même à pronostiquer. Mais je vais aller avec Faudel. Faudel, il est grand, gros, aussi bien plus lourd. Et je pense qu'il pourra imposer son jeu dans ce combat. Parfait. Faber. Écoute, Kevin, c'est un tout autre homme en ce moment. Il a commencé sa carrière pro. Écoute, il pensait qu'il pouvait se battre chez les 145 livres. C'était ça qu'il voulait faire. Je sais pas pourquoi. Tu sais, quand t'es amateur, tu te dis quand je tombe chez les pros, genre, on a tendance à drop d'une weight class après. Il se battait à 155, mais aussi 170 chez les amateurs. Donc, je sais pas pourquoi il a juste décidé de s'en aller à 145. Il a affronté Seri City puis Nicolas Ouellet, qui sont deux adversaires. Écoute, Nicolas Ouellet est incroyable, même s'il est juste 2-1. C'est un master du Jiu-Jitsu. Series CD, champion BFL, tout près de l'UFC, mériterait probablement sa chance au Contender Series et tout.
Puis c'est après ça qu'il a perdu ces combats-là qu'il disait, je suis un gars de 6 pieds, moi, je pourrais juste me battre à 155 livres puis avoir de l'énergie dans mes combats. Et puis c'est là qu'il a décidé de faire le saut chez les 155. Puis il est incroyable. Il est vraiment incroyable. On a retrouvé le Kevin Popovic de chez les amateurs. Principalement un grappler, c'est sûr. Là, sa base, c'est le Jiu-Jitsu. S'entraîne probablement au meilleur gym de lutte au Canada, qui n'est pas le Montreal Wrestling Club. Est un striker très, très, très à l'aise, ce qui fait de lui quelqu'un de dangereux parce qu'il a des longs bras, il a un bon reach, puis juste le fait d'être game d'échanger à ce range-là va lui donner l'avantage contre la majorité de ses adversaires. Donc, honnêtement, c'est un dur combat. Fodel est gigantesque. C'est un gars qui se battait à 170. Je suis pas inquiet pour la weight cut, mais c'est sûr qu'il va coter beaucoup plus de poids que Kevin. Puis c'est un gamer là. De tout ce que j'ai vu de Fodel, tu lui lances un coup de poing puis lui il va le prendre pour essayer de t'en lancer 2 plus puissants. Le gars il est assez incroyable. Puis je pense juste que si ça va au sol, il va avoir de très fortes chances de se faire soumettre. Je sais que c'est pas un gars qui se fait finir là, du tout. C'est soit qui détruit quelqu'un ou qui a un 15 minutes de mongol back and forth puis que c'est serré. Puis je pense qu'il y a une split decision puis son autre défaite c'est une décision. Mais ça aussi c'est un combat compétitif là, ce que j'ai pu voir du footage un peu. Mais ouais, Kevin, c'est pas quelqu'un pour qui tu peux te préparer au sol. Puis je pense que ça va faire de lui quelqu'un d'ultra dangereux au sol. Puis Fodel, la seule chose sur sa game que je trouve, c'est qu'il se fait staller contre la cage beaucoup. Des fois, tu sais, il est très confortable debout de la manière qu'il se déplace, son in-and-out movement. Il flow super bien avec ses punches, mais si t'es capable de rentrer à l'intérieur puis de le clincher un peu, tu peux le staller dans ces positions-là. Puis honnêtement, Kev Popovic dans le clinch va y aller avec des coups de coude, va y aller avec des coups de genoux, va essayer des amener au sol complètement étranges, tu sais, les petits foot trips de Jiu-Jitsu, autant qu'il va essayer des takedowns là, vraiment traditionnels de lutte que Chris Prickett y a montré. Fait que je pense que ça va être un bon match-up debout. Puis Kevin va s'en rendre compte assez vite, puis va dire, Chris, je pense qu'il faut que je grapple dans ce combat-là. Puis, mec, ça se mette à grapple. Honnêtement, je pense que niveau Jiu-Jitsu au sol, Kevin est assez incroyable. Tu sais, comme une. Il a peut-être même eu sa brune, là, mais de ce que je me rappelle, genre une excellente ceinture mauve en Jiu-Jitsu qui peut donner du trouble à même des ceintures noires avec sa game qui est vraiment bizarre. Là. Je vous le dis, c'est pas là. J'amène un gars au sol, puis là, je me plante en half-guard, puis là, j'essaie de passer la half-guard. Ah non, man, il va faire des toutes les guillotines bizarres, man, des Alcatraz lock, des genres de half Nelson ou full Nelson bizarres pour faire des back takes de là, puis des affaires de monde weird, flexible que tu vois nulle part. Donc tout ça pour dire, je pense que Kevin va le soumettre après un très bon combat compétitif. Ouais, comme tu dis, c'est super compétitif. Moi, bon, je suis comme vous, c'est dur à pronostiquer, mais je vais y aller pour la rigueur et le côté carré qui va battre le côté foufou, weird, trick, etc. Donc, je vais dire Fodel, et je sais pas comment, peut-être une décision. Je vois bien une décision pour Fodel. Mais on peut être très surpris. En tout cas, ça va être un excellent combat. J'ai vraiment hâte de voir ce combat, vraiment. Et puis, Mukendi aussi, peut-être qu'il m'a influencé parce qu'il m'a beaucoup parlé du coach de Fodel, qui apparemment est un excellent coach. On m'en a parlé également des gens en France, donc il fait le déplacement avec Fodel. Mamour qui était aussi un ancien combattant de la Snake Team sous Cyril Diabaté, et qui a une bonne expérience du combat et aussi qui est très fort au sol. D'ailleurs, Cyril Diabaté était dans le coin de Fodel Bentayeb pour son dernier combat. Donc je vais y aller avec Fodel. Isaac Blais contre Dominique Cruz. On se le refait ou on se le refait pas? Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis notre dernier pronostic, à part moi. Moi, j'avais dit Dominique Cruz. Je prends ma veste, je la dézippe, je la mets à l'envers. Je vais dire Isaac Blais. Ouais, écoute, j'haïs ce combat-là, man. Genre pour mourir. Moi, Mauricio Cruz, c'est devenu un de mes bons amis là, au dernier gala. Là, ouais, c'est un bon gars. J'ai tellement chillé avec. Son combat était annulé. On était ensemble avant le gala, après le gala, toute la soirée. Puis je l'aime, man. Je l'aime juste d'amour. Là. On s'écrit quasiment à tous les jours sur Instagram. Puis tout. Puis Isaac aussi, c'est mon ami. Là. Fait que c'est pour ça que ce combat-là me fait un peu chier.
Mais il me fait chier parce que Mauricio va. C'est cave de prendre ce fight-là. Là. C'est cave de prendre ce fight-là pour Mauricio. Puis c'est sa gimmick parce qu'il vient ici puis il se bat contre Mehdi Zaidvan puis il se bat contre Amro Alphalastini que personne veut. Ce gars-là, là, Amro, là, ça y a pris 4 ans à faire ses débuts pro parce que personne ne voulait se battre contre lui parce qu'ils l'ont vu chez les amateurs. Son coach, c'est Jocelyn, qui est une légende du MMA canadien. Tu sais, ça marchait pas pour lui. Puis Mauricio, il fait pas été ici, moi, 2-3 semaines de préavis, pas de stress, pas de coach, pas rien, man. M'en viens tout seul. Si je demande à Diego d'être dans mon coin, mais coach. Diego peut pas parce qu'il se bat juste après. Fait que fini avec Manu Molinier puis Nathan Roy dans son coin. Puis il est tout content de les rendre. On reçoit 0 conseil. Puis réussit à faire le mieux qu'il peut avec ça. Puis je suis sûr qu'il va faire le mieux qu'il peut avec Isaac. Mais Isaac Bliss, vous avez vu ses combats chez TKO, ça en était un spécial, là, ça, là, honnêtement, là, dans les prospects qu'on avait. Là. C'est un guerrier de Cruz. Ben c'est vraiment un guerrier. En plus, il prend des gars solides. J'ai un élément. Ses défaites ne sont pas représentatives de son véritable niveau. C'est vrai. Mais là, il s'est passé quelque chose. C'est sur Instagram. Je pense pas que je dévoile rien. Mais sur le Daniel Lugo. Daniel Lugo, sur son Instagram, il avait une vidéo il y a une semaine d'une journée sparring. Et là, on voit Mauricio Cruz se faire clipper, prendre un knockdown. Et je pense que ça va pas l'aider. Ouais, écoute, j'ai déjà eu des... je nommerai pas quel combat puis quel combattant, là, mais c'était au TKO Fight Night 1. Il y avait un combat entre 2 Québécois très important. Puis à ce moment-là, je me disais, je sais pas vraiment qui va gagner ce combat-là. Puis après, j'ai comme eu des vents que le doute s'était basically fait passer 2 fois un knockout par genre Nasrat Akparas en allant striker ou Tristar pour les sparring. Puis là, j'étais là, je peux pas le pick ici, sachant ça. Puis comme de fait, il a vraiment pas gagné ce combat-là. Là. Donc, d'apprendre ça. L'autre affaire, par exemple, que je veux apporter, c'est que pour probablement la première fois dans sa vie, justement, Mauricio Cruz a comme un gym, a un coach qui est Miguel Gonzalez, qui est lui-même un très bon combattant pro, a des training partners de qualité comme Daniel Lugo, peu importe comment ça se passe quand il s'entraîne dans le gym. Fait que, tu sais, je pense pas que Mauricio va gagner ce combat-là contre Isaac du tout, mais autant étrange que ça peut paraître, je pense qu'on va encore voir une évolution là, chez Mauricio Cruz qui va probablement devenir le meilleur combattant 1 et 5 qu'on connaît. Là. Absolument, c'est clair. Des fois, il y a des fiches, elles sont vraiment pas représentatives du niveau des combattants. On enchaîne. Pour certains, certains combattants, il leur faut un cadre. Un cadre derrière, et une fois que le cadre est établi, tu les vois évoluer à une vitesse. Ouais, Mauricio, c'est sûrement ça, honnêtement. Le connaissant personnellement, là, ça n'a pas l'air d'être un gars qui a été super gros encadré, mettons. Disons ça comme ça. Non, vraiment. Tommy Morrison contre Francisco Ramirez. Ces deux-là, allez-y. Ces 2 combattants-là qui s'en viennent ensemble avec Coach Edgar, donc Francisco Ramirez et Juan Ramon Grano qui affronte Jonathan Ramsey, sont très énigmatiques. Il y a 2 typologies pour Francisco Ramirez. Il y en a un qui a 2 victoires, 1 défaite. Il y a une autre typologie qui a 1 victoire, aucune défaite. Fait que là, ayant parlé à Coach Edgar pour les billets d'avion, whatever, tu sais, j'y demande tantôt, il y a 2 typologies pour Francisco. Puis tu regardes les poids, c'est des poids similaires, les 2 viennent de la même place. Genre, OK. Fait que c'est lequel le bon? La réponse étant les 2. Donc, Francisco Ramirez n'est pas 2-1, il est bien 3 et 1. Les 2 typologies sont le sien. Je sais pas pourquoi ils sont pas mis ensemble. Faudrait peut-être écrire aux gens de typologie pour ça. Mais, écoute, je veux pas dire même genre d'adversaire pour Tommy parce que du combat que j'ai vu de Francisco fait bien, mais il est pas l'athlète que Edwin Martinez est. Tu sais, Edwin Martinez était très athlétique, très explosif, très rapide. Tu sais, les choses que t'as dans la vie ou t'as pas, Edwin y les avait. Diego Silva, avant lui, c'est juste un malade mental, s'est battu 500 fois, on va en parler dans pas long. Donc je pense que Diego Silva et Edwin Martinez étaient des adversaires de meilleure qualité pour Tommy que Francisco Ramirez. Mais Francisco Ramirez, c'est encore le cas du dos d'un peu obscur que tu connais pas. Puis là, tu regardes un cas, puis t'es genre, il strike bien, il grapple bien.
une takedown game bien correcte pour la scène régionale mexicaine. T'sais, le seul combat que j'ai vu de lui, c'est une victoire par décision pendant 15 minutes. Manque pas de cardio, garde un bon pace, domine son adversaire. Tout va super bien pour lui. Donc, encore une fois, adversaire de bonne qualité pour Tommy. Est-ce que c'est le combat qui va chercher son finish, vu que on peut penser qu'il est peut-être un peu moins bon qu'un Edwin ou qu'un Diego Silva? Honnêtement, je vais pas encore bet là-dessus parce que Tommy, si t'es capable de faire des décisions au début, je sais que c'est le fun là, de faire des finishes puis whatever, mais si t'es capable d'avoir comme 60 minutes de cage time en 4 combats, là, prends-le. Là. Prends-le, man. Un jour, ça va débloquer puis tu vas te mettre à finir tout le monde anyway. Parce que Tommy est très bon, puis ça, on le sait. C'est pour ça que je rentrais pas dans le détail dans la game de Tommy. Là. On le voit à tous les samouraïs. Le gars, il est incroyable. C'est un des meilleurs prospects ici. Puis il va gagner par décision, man. Puis ça va peut-être être un peu moins compétitif que les 2 combats d'avant. Mais c'est ça le cas. Parfait. Mais est-ce que tu penses que Tommy ne peut pas le finir? Oh, ouais, je pense qu'il peut le finir. Je pense qu'il peut le finir s'il Je voyais plus un finish de la part de Tommy, parce que j'avais fait la même analyse que toi. J'ai l'impression, après on verra le jour J, j'ai l'impression que le combat que Francesco est moins fort que le dernier combattant que Tommy a affronté, et que Tommy sera en mesure de le... L'affaire, c'est que Tommy, c'est pas un gars qui pousse vraiment le finish dans sa game. S'il y a beaucoup de temps au sol, je pense qu'il peut le trouver parce qu'il est excellent au sol, mais je pense pas que Tommy va arriver là en se disant « Ah, j'ai besoin d'un finish ». C'est peut-être plus nous autres qui est genre « Ah, ça serait le fun qu'il finisse quelqu'un », mais je sais pas si Tommy vit avec cette pression-là à tous les jours, honnêtement. Là. J'espère que non, du moins. Non, il va rester serein. Il va pas laisser l'émotion du désir du finish venir brouiller son game plan qui, comme à chaque fois, est aux petits oignons et est très bien adapté. Et tu as parlé de son ancien adversaire. J'aimerais beaucoup le revoir, son ancien adversaire, contre un autre 125 québécois. Ce serait super intéressant. Rodriguez, hein? Ça aurait été intéressant contre pour Louis ne pas Jourdain. Pour ne pas le citer. Louis Jourdain, pas, parce qu'en termes de fiches, Scott Rodriguez serait pas mal. Bon, moi, de mon côté également, je vais y aller avec Tommy Morrison. Est-ce qu'il y aura un finish ? Il y aura sûrement un finish, mais ce sera peut-être finalement une victoire par décision. C'est dur à pronostiquer, mais je pense que pour le coup, on va avoir un finish de Tommy, une soumission. Alain Majoric contre Nezar Bahadji. Je vais commencer. Je vais faire ça rapidement. Donc, premier combat pro pour Majoric, qui, selon moi, devant son public, va livrer. Et on m'a beaucoup parlé de Majoric étant en amateur, un très bon amateur. Faber, est-ce que tu peux relate? Il est vraiment bon, Alain, honnêtement. La seule affaire que, ben, tu sais, admettons que tu commences une carrière de MMA professionnelle pour te rendre à l'UFC puis tout, la seule affaire que j'ai contre Alain, c'est son âge, là. Personnellement. Il est pas jeune, je pense qu'il a comme 34-35 ans, mais il est bon, man. Puis il s'entraîne, puis il est sérieux, puis il aime ce qu'il fait. Puis, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui... Ça y a beaucoup apporté dans la vie de faire des arts martiaux mixtes. Tu sais, à ce que j'ai cru comprendre, je pense qu'il était un peu tannant avant, puis tout. Puis vraiment de faire des arts martiaux mixtes, tout, ça y a permis de vivre une vie plus normale, tu sais, en dehors du gym, puis whatever. Fait que c'est toujours cool de voir ça. Puis, tu sais, pour l'avoir vu chez des amateurs contre des très bons combattants là, de niveau championship, contre Kevin Ostigui, puis tout. Étrangement, encore, comme la majorité des combattants de Pat Note, tu le regardes, t'es genre, hey, c'est un sale striker, ça, puis il finit tous ses combats par soumission, presque. Puis ça a l'air d'être un peu comment je dirais, une tendance chez Pat Node. C'est sûr que souvent, les combattants de Pat Node MMA ou tout, s'ils ont un combat difficile, c'est au niveau de la lutte. S'ils ont vraiment un bon lutteur qui va pousser un game plan de takedown très important, puis c'est qu'il va... un genre de spam takedown artist, le genre de Merab Valishvili, un gars qui veut pas se décoller de toi. C'est ce genre de match-up-là qui leur donne de la difficulté. Puis Nezar, il a pas l'air d'être ça. Oui, d'après moi, il a un background en judo parce que la majorité des takedowns que j'ai vus dans son combat pro, c'était des amenés au sol de judo, des hip throws, des choses comme ça. Donc, à checker. Mais Nezar ne m'a pas montré assez de choses une fois sur le top de son adversaire pour dire « Ah,
c'est un grappler dangereux. Fait que je pense qu'on a un gars qui arrive ici avec une takedown game puis un bon athlétisme en général. Alain est lui-même un assez bon athlète. Puis je pense qu'il est déjà très complet là, pour un d'autre qui va faire ses débuts pro. Puis watch out parce que rarement vous allez avoir vu comme un combattant qui fait ses débuts professionnels avoir autant de support de la foule. Là. Je pense que Julien a vendu des billets, mais Alain il est pas loin en arrière de lui en termes d'avoir vendu des billets. Ah ouais. Hein. Parfait. Bon, Kendy, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton pronostic? Je voyais aussi Alain gagnant. Mais je vais m'aligner à son parcours amateur. Ensuite, on passe à un gros combat. Dany Mallette contre Matt Rusniak. Aïe, aïe, aïe. Là, attention, Faber, faut pas se faire d'ennemis. Écoute. On a un combat local. On a un fameux combat local. Donc, petit rappel, hein, c'est des pronostics. Faut bien choisir un gagnant. Hein, et pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Et puis, ça veut rien dire. Hein. On est juste des gens qui analysons les combats et qui faisons des prédictions. Et puis, le MMA, c'est tellement imprévisible. Donc, on peut se tromper. Et on va sûrement se tromper, d'ailleurs. Mais vas-y, Faber. OK, first off, that's the fight, là, for me. Il y a comme un combat pour lequel je me déplace, c'est celui-là. Ça va être cave, là, mais cave, c'est que ça va être cave. Mais, tu sais, Mathieu Rusniak s'est pas battu pendant longtemps. Il y a un bout que je me disais, je pense même pas que je vais jamais le revoir se battre au Québec. Puis pas vraiment par sa faute à lui, là, malheureusement. Mais Chris, que c'était dur de se rendre dans la cage, trouver un combat, avoir un adversaire qui se rend au Fight Date. Il a réussi à le faire au BTC, puis là, on touche du bois, là, on n'est pas encore au Fight Week, mais on est au Fight Week, mais on n'est pas encore au Fight Day, mais on y est presque, là, personne n'est blessé, les camps sont finis. Ouais. Pas mal sûr que ça se passe. Écoute, Rusniak est vraiment bon. C'est un grappler exceptionnel. S'il décide qu'il veut grapple vraiment dans ce combat-là, puis il réussit à amener le combat au sol, c'est absolument pas le même niveau au sol. L'affaire, c'est que Mathieu Rusniak, lui avec, il est grand, puis il est fait sur le long, puis il aime ça, s'en aller direct en avant, puis striker avec un dude un peu, voire même beaucoup. Puis, tu sais, la seule défaite qu'on l'a vu, c'est qu'il s'est fait clipper en début de combat contre Robert Serres, puis il a perdu. Encore son dernier combat contre Bilal au BTC. Il a fallu qu'il survive une bonne quantité de marde pour aller chercher ce comeback finish-là. Puis Dany Mallette est tellement technique debout que... On l'a vu ce qu'il a fait à Jordan Balmire, on l'a vu ce qu'il a fait à Guillaume Poulet, on a vu ce qu'il a fait à tout le monde, ou presque. Puis on dirait que Mathieu, son succès implique un peu le fait... Tu sais, un genre de Eddie Alvarez effect. Eddie Alvarez, là, quand tu le drops, là, pis qu'il se relève, asti que t'es dans la marde après. Parce que là, tu viens d'allumer Eddie Alvarez. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette qualité-là dans Mathieu Rusniak. Personnellement, j'essaierais de pas me faire dropper au premier round par Dany Mallette, là. Fait que j'aurais pas le choix de pick Dany ici. Puis honnêtement, d'une manière ou d'une autre, je pense pas que ce combat-là passe le premier round. Là. Je pense que ça va être complètement à cave pour le temps que ça va durer. Puis, genre, allez pas vous acheter une bière ou du popcorn ou une slotch poppy, là, les chums, là, ça sera pas le temps. Là. Et est-ce que justement, ce serait pas la clé pour Rusniak de juste passer le premier round et après d'installer un jeu plus tranquille, entre guillemets, et d'aller chercher des échanges et des luttes. Échanger, lutter, écoute, lutter. S'il est capable d'intégrer du grappling au combat, oui. Si on parle d'un combat de striking, non, man. Tu sais, Dany Mallette, il a fait du kickboxing avant. On l'a vu contre Sean Mead, puis il savait que c'était un combat qui était un début pro sur pas un très gros notice. Puis Dany Mallette est arrivé là, puis ça strikait comme des fous pendant 15 minutes, puis le pace n'a jamais descendu. Donc, je pense qu'on a un striker plus technique en Dany Mallette, bien que Mathieu a travaillé comme un fou avec Sandro, avec Xavier Alaoui sur son striking, puis ça paraît là, dans ses derniers combats. Son striking a vraiment pris une coche. Je pense que Dany va être le meilleur striker, Mathieu va être le meilleur grappler, puis plus qu'il y a de rondes dans ce combat-là, plus qu'il faut qu'il commence de rondes debout. Et puis, Dany Mallette a vraiment l'air en shape. Là. Il y a quelque chose là, qui est snappé avec Dany Mallette. Là. Il est là, il a envie d'être actif, de se battre. T'sais, c'est un gars qui a une famille, il a 13 000 enfants. Puis tout. Il pourrait tellement faire d'autres choses. Mais là, il a tellement l'air d'avoir sa tête dans la game. Puis à chaque fois que c'est un gars qui nous surprend, même si on le sait comment il est bon, il est toujours meilleur qu'on s'attendait, même si on le sait comment il est. Fait que j'aurais pas le choix de pick Dany ici. Là.
Parfait. Mukendi? J'ai hâte de voir ce combat parce que moi je l'avais vu d'une autre façon. Je voyais bien ce combat avec des amenés au sol de la part de Matthew et un combat avec beaucoup de travail au sol. Vraiment qui va pas où les deux adversaires vont pas rester très longtemps debout parce que je pense que debout aussi Danny paraît plus avancé. Après, Mathieu pourra nous surprendre, hein, ou nous faire dire le contraire. Mais je le vois vraiment au sol avec l'avantage de Mathieu. Donc, de mon côté, je vais aller avec Mathieu Rusniak. Écoute, franchement, c'est soit un scénario, soit l'autre qui va arriver. Comment voulez-vous que je choisisse lequel? Je ne sais pas, mais sur quoi je dois me baser? Bah, je vais me baser sur les interviews, tiens. Les interviews que j'ai Ça faites. marche quand même Et bien, j'ai ça, vu... c'est ça le pire. Honnêtement, il y a des bons insights. Juste, tu feels le mood du gars, puis ça t'en dit beaucoup souvent. Ouais, Là. la plupart de mes pronostics, j'y vais comme ça. Donc moi, j'ai senti un Mathieu Rusniak qui cache quelque chose, qui a une confiance qui déborde, là. Et déjà, la dernière fois, j'ai piqué contre Dany Mallette et il m'a vraiment montré que c'était une erreur. Mais puisqu'il faut y aller, si jamais j'avais un joker, je l'utiliserais pour ce combat-là. Mais puisqu'il faut y aller et qu'on n'utilise pas de joker, hein, je vais y aller pour Mathieu Rusnak. Pourquoi? Parce que je le vois vraiment lutter. Je peux pas croire que Rusniak va se dire ok, on va le voir debout, ça donne quoi? Oui, on va voir, mais on va voir de manière prudente, pas comme Jordan Balmire était rentré la tête la première. Et selon moi, Rusniak, il a la capacité de survivre debout, de pas paraître ridicule et de lutter. Et selon moi, c'est dans la lutte que va se faire la différence. Après, j'ai pas beaucoup d'éléments pour savoir comment Dany Mallette est en termes de lutte, mais je veux dire Rusniak. C'est un gros fight, les gars, man. Honnêtement, là. Vraiment. Ça, c'est un gros Honnêtement, fight. là, c'est un gros fight. Ouais. Donc voilà pour ce combat-là. Notre très bon ami Jonathan Ramsey contre Juan Ramon Grano Tyson. Moi, je vais y aller clair, net, précis. Oui, le plus gros challenge à date pour Joe Ramsey, qui, selon moi, va finalement paraître comme un combat de plus en moins de 2 minutes pour Joe Ramsey. Donc voilà mon pronostic. Joe Ramsey, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein, Joe Ramsey. C'est Ah bien ouais, ça, franchement, c'est bien. Il est très en confiance, il a faim. Il a vraiment faim et il le fait vraiment avec la passion, le dévouement. Et, euh, et après, je j'ai pas eu beaucoup d'infos sur son adversaire. c'est Donc, battu contre je vais aller Curtis. avec contre eux. Avec Curtis de l'UFC, là. Ok, ok. Et il avait gagné? Non, non. Ok. Mais Et, et, donc, vas-y, finis. vas-y. Et donc, il a fait un beau combat, peut-être, je sais pas. Mais non. Ça va. Ouais, ok. Ok, il s'est Spécial. débrouillé. Mais je sais pas, je sens Ramsey, là, je le sens dans une forme exceptionnelle et il impressionne. Il impressionne beaucoup. Donc malheureusement, je vais aller avec lui, mais sans avoir eu le temps de prendre connaissance de son adversaire. J'ai pas fait mes devoirs sur ce coup-là. Monsieur Sparky est en train de se... Je suis sûr que Faber les a fait. Ouais, Monsieur Sparky se mêle de la fête, là. J'espère qu'il va pas tout péter. Let's go. D'ailleurs, Ouais. Ramon Grano, dans son combat contre Curtis, a dit 22 Écoute, 6. c'est ça. Lui, le plus que tu recherches, plus que tu vas être confus. C'est comme son chum Ramirez là, qui est 3-1 avec deux topologies différentes. Là. Si tu vas voir sur Sherdog, Juan Ramon Grano est 6-6 avec un draw. Si tu vas voir sur Tapologie, qui est habituellement là, ma source principale. Tu sais, autant Sherdog dans le temps, c'était The One. Je pense que Tapologie les a surpassés depuis une couple d'années. Ouais. Puis ça a tendance à être la source sur laquelle je me fie le plus. Sur Tapologie, il est 9 victoires, 6 défaites avec un combat nul. Puis sur son combat contre Chris Curtis, oui, à Icon FC, il était affiché comme étant 22-6
avec un combat Ah nul. ouais, je sais pas Donc ce le qu'ils gars disent. s'est battu un paquet de fois dans un paquet de combats, probablement, I guess. Mais c'est con parce qu'autant j'ai vu de ces combats, tu sais, la majorité de ce que tu peux voir, c'est justement le combat contre Chris Curtis que il nous montre pas vraiment grand chose. C'est un peu dur de savoir c'est quoi sa game parce que il est juste dans la game à Chris Curtis tout le long de ce combat-là. Puis c'est un peu sûr que c'est comme ça que ça allait se passer, là, honnêtement. L'affaire que j'ai qui va me faire vraiment pencher solidement en faveur de Joe Ramsey ici, là. C'est une inside information que j'ai de Juan Ramon Grano qui prend l'avion demain puis qui est présentement à l'hôtel à Guadalajara à 175 livres en train de manger, genre. Donc, va arriver underweight face à Jonathan Ramsey. Tu sais, le gars, il peut prendre encore quelques livres cette semaine puis couper genre 3 livres d'eau puis il va être on weight. Chill. Puis, man, Joe, il est gros, puis il est fort, puis il est cut, puis il est en shape, puis il frappe immensément fort, tel qu'on l'a vu à ses derniers combats. Ouais. Donc, est-ce que je voudrais arriver comme undersize contre Joe Ramsey dans un combat? Plus du moins, man. Fait que, tu sais, oui, c'est un méga step-up. Oui, c'est un combattant qui a au minimum le triple de son expérience, puis au maximum, écoute, on le sait pas jusqu'à où ça peut aller, là. Fait que c'est sûr que c'est intéressant. Moi, encore une fois, comme avec Tommy, j'aimerais ça avoir un peu de cage time pour Joe Ramsey. Là, avoir 4 combats pro qui ont duré 4 minutes en tout, c'est le fun côté highlight reel. Mais ça te prend un peu d'adversité dans tes débuts. Puis je pense que ce gars-là, avec une fiche comme ça, vient pour ça. C'est un match-up qui est très prenable pour Joe Ramsey, qui est très très skilled debout, qui a un bon grappling sur lequel il travaille là, acharnément. Puis j'aimerais ça le voir se battre un peu ici. J'aimerais ça que ça se rende au deuxième round. J'aimerais ça que il y ait un peu d'adversité puis il doit fight back d'une coupe de position de merde, tu sais, pour nous montrer ça a l'air de quoi un Joe Ramsey qu'il faut qu'il travaille dans un combat. Parce que même chez les amateurs, là, il a pas mal explosé tout le monde. Mais est-ce que je vais arriver ici puis pique que Joe Ramsey va se rendre au troisième round ici dans probablement un first round knockout, là. Il frappe tellement fort, Joe Ramsey, c'est quand même, je tiens à le signaler, c'est impressionnant. C'est pas des knockdowns, là, c'est des KO. Il explose du monde, là. D'ailleurs, avant de passer au prochain, Mukendi, tu nous as dit que selon toi, donc c'était Rusniak qui allait battre Mallette. Faberglass, tu nous as dit que c'était Mallette qui, selon toi, c'était pronostic allait battre Rusniak. Si Joe gagne et qu'il se bat contre Danny Mallette, Faber, quel serait ton pronostic? Et man, c'est là que tu rentres dans quelque chose de complètement débile, man. Puis honnêtement, je peux pas vraiment te répondre à cette question-là avant d'avoir vu ce combat-là de Joe Ramsey. Joe, il est tellement jeune dans sa carrière, là. Puis Danny aussi en termes de combat, mais ça fait plus longtemps que Danny strike, puis whatever. Donc, honnêtement, c'est dur de savoir parce que Joe, c'est tellement un gars qui va s'améliorer de combat en combat. Fait que je m'attends déjà à une amélioration de la part de Joe Ramsey, même s'il s'est battu il y a quelques mois. Donc, pour un combat qui va être dans 6 à 8 mois d'ici ou whatever, c'est dur à dire vraiment, là. Et Mukendi, Rusniak contre Joe Ramsey? Franchement, je pense que je vais... Faber, je pense que tu as raison déjà. On va voir les prestations de chacun lors de ce combat. Et après, on pourra se faire un petit débrief et en parler et pronostiquer, puisque j'ai hâte de voir déjà Mathieu contre Danny. Puis par la suite, on pourra vraiment débriefer et analyser avec les qualités actuelles de chaque combattant. C'est tout à fait raisonnable comme réponse, mais moi, je vais me mouiller un petit peu et je vois très bientôt Joe Ramsey avec la ceinture à Samouraï MMA. Des 175. On passe à Louis Jourdain contre Diego Silva. Louis Jourdain, premier combat à 125 livres. Contre Diego Silva, que Faber, tu as l'air d'apprécier également. Parle-nous un petit peu de Diego Silva. Écoute, Diego Silva Ruelas El Cometin, c'est un complet malade mental, les gars. Je vous le dis, il s'en fait pas des de même dans la vie. Le chum Diego Silva a disputé son premier combat professionnel le 28 mai 2021. Il a depuis accumulé une fiche de 6 victoires et 4 défaites.
Donc le dude, il se bat, man. Il se bat tout le temps, partout. Depuis qu'il s'est battu contre Tommy, il s'est rebattu au Mexique. Au Mexique, il a gagné par TKO au deuxième round contre Lucas Borregales. Bref, écoute, il est bon, il est le fun. On l'a vu contre Tommy. Tommy a commencé le combat vraiment bien contre lui, mais plus il a laissé Diego rentrer dans son groove, plus le striking devenait serré dans ce combat-là, ce qui a forcé Tommy à sortir un peu de sa lutte. Puis je pense que c'est les amener au sol puis le contrôle au sol de Tommy dans ce combat-là qui ont vraiment fait que ça a été une victoire claire pour lui au final, parce que Diego a réussi à lander des bons punches, même à faire reculer Tommy là, une fois ou deux avec des bons counters debout. Maintenant, écoute, tu sais, je l'ai demandé à Charles cette semaine, puis je me doutais bien de la réponse, mais Louis Jourdain est plus technique que Charles Jourdain debout. Louis Jourdain, il a fait de la boxe pro. C'est un striker là, tellement raffiné, tellement beau et propre. Tu regardes son dernier combat contre Gabe Sagman, la performance est absolument incroyable debout. C'est propre, c'est clean, ça flow. Il était incroyable, ce jeune-là. Le premier combat à 125, ça m'inquiète pas non plus parce que Louis, il n'a jamais été fait sur un bien gros frame. Il est plus grand que gros. Donc, je pense que 125 a pas mal toujours été sa weight class optimale. Surtout que les fois qu'on le veut avoir de la difficulté à 135, c'est quand il affrontait des gars qui étaient plus massifs que lui puis qui étaient des grapplers. Puis qui poussaient vraiment un game plan de contrôle face à Louis Jourdain. Diego, il est tout sauf le contrôle. Il est bon, il est technique, mais c'est un peu un wild card. C'est quelqu'un qui va essayer de brawler, puis ça sera à son avantage de brawler contre Louis Jourdain, parce que s'il dit moi je m'en viens échanger des techniques de striking contre Louis Jourdain, man, ça finira pas bien pour lui. S'il brawl contre Louis Jourdain, ça va peut-être devenir, tu sais, je pense que je disais ça sur le podcast dimanche, t'as deux types de combats de Louis Jourdain. T'as la striking performance, la striking clinique contre Gabe Sagman, ou t'as la fois qu'il affronte un gars qui aime ça brawler un peu, puis ça vire en Jourdain Tony Laramie, ça vire en Jourdain Sébastien Ruiz, puis si vous demandez à n'importe qui était là pour le tas de TKO, c'est probablement 2 des 5 combats les plus exceptionnels de l'histoire de TKO, là, ces deux combats-là. Donc je pense qu'on peut s'attendre à ça, là. On a un brawler ici, fait que c'est le gars qui va sortir la bête en dedans de Louis Jourdain, puis ça va brasser les gars, mais Louis va absolument gagner ce combat-là. Je vais y aller selfishly, puis je vais dire une décision, parce que j'ai absolument envie de voir 15 minutes de ça. Est-ce que ça va être le cas? Je le sais pas. Surtout après ce qu'il vient de faire à mon boy Gabe Sagman. Là, ça se pourrait qu'il réussisse à faire la même chose à Diego, mais Diego, man, n'a seulement que perdu par soumission quand il s'est fait finir, puis je pense pas que Louis va soumettre personne là, honnêtement. Je pense pas que c'est dans ses plans. Je pense même pas que ça y tente d'aller au sol s'il n'est pas obligé d'y aller. Donc, ça va striker, ça va être incroyable. Louis Jourdain par décision. Mukendi. Un combat debout, un bon combat debout, ça va, un combat saignant. Mais par contre, je ne l'ai pas pronostiqué. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à pronostiquer ce combat. Je trouve que c'est un peu, c'est très compliqué. Ça va pas être, je m'attends à un combat long en fait. Un combat où, comme il a dit Faber, qu'ils aillent à la décision me paraît correct. Mais j'ai pas réussi à le pronostiquer, non. Je me suis pas mouillé. Intéressant. Moi, de mon côté, je suis plus à l'opposé de vous. Je vois un bon KO de Louis Jourdain. Je pense que Louis Jourdain va mettre KO ou TKO l'ami Diego Silva. Il paraît vraiment, et je me base aussi sur son niveau, qui est super fort debout, mais aussi sur l'interview. On a un Louis Jourdain qui est une nouvelle version de lui-même et qui vise l'UFC. Il est déjà plus vraiment à... J'ai l'impression que dans sa tête, il est déjà là-bas, quoi. Donc, il va montrer qu'il y a une classe d'écart, je pense, entre Diego Silva et Louis Jourdain. Ouais, genre rapidement, là, parce que je le sais qu'après ce gala-là, si les deux gagnent, on va encore entendre beaucoup de Tommy contre Louis. Oui. Écoute, Louis Jourdain, s'il gagne, va monter à 7-3. Il a déjà été à ça de se battre à l'UFC. Charles était là, puis il y a eu un combat qui a fall off, je pense que c'est chez les 135 livres. L'UFC a essayé d'aller chercher un gars qui était, je pense, le champion de Combate Americas, qui s'appelait Gustavo Lopez. Puis là, Combate voulait pas trop le laisser partir de son contrat. Puis je le sais pour un fait que Louis était la solution de rechange parce qu'il était là, puis il était capable de faire le poids, puis il avait de l'expérience pro. Il était 5-2 à ce moment-là, ce qui est une fiche quand même inexpérimentée pour rentrer à l'UFC, mais tu sais,
il était là, il a tout fait ce que l'UFC il a demandé. Il était prêt à prendre le combat si finalement ça marchait pas avec Gustavo. Ça a fini par marcher avec Gustavo, donc il a pas eu la chance de. Mais je sais que depuis ce moment-là, l'UFC, tu sais, comme c'est qui, ils ont apprécié le fait qu'il était prêt à se sacrifier carrément puis à rentrer dans un fight qui, je pense, était contre Merab Dvalishvili, là, si je me trompe pas. Donc, tu sais, de quoi de complètement stupide. Puis lui, il était là puis il était prêt à le prendre. Puis je sais que l'UFC, ils ont gardé un bon souvenir de ça. C'est le frère à Charles, clairement, il aime beaucoup Charles. Puis, pas tout le monde qui est au Québec va être content de m'entendre dire ça. Mais Charles, son agent, c'est Stéphane Patry. Louis, évidemment, il y a la connexion Stéphane Patry qui envoie Corinne au contender, qui envoie un autre go contender que je vais le laisser l'annoncer là, avant que ça devienne public, mais un autre combattant canadien qui a un lien avec Charles Jourdain de près ou de loin qui s'en va au Contender Series cet été. Puis tous ces gens-là ont une connexion avec Stéphane Patry. Donc est-ce que Louis gagne, tombe 7-3, puis Stéphane est capable de le book au Contender cet été même aussi? Fort probablement, parce que à une période où il y a des gens canadiens qui pull out de l'UFC à Vancouver à 145 livres, où t'as Alex Morgan, TJ Laramie, Majed Amo, Tom O'Connor, Matteo Vogel, puis il y en a pas un de ces hosties-là que t'appelles, tu bookes l'autre combattant qui est le Brésilien sur une autre carte plus tard, parce que ça te tente pas à ce point-là de signer un combattant canadien. Mais Stéphane Patry est capable de les faire rentrer aux Contenders. Fait qu'est-ce que Louis va se battre une fois à Samouraï puis être parti après? S'il y a une victoire impressionnante ici, là, moi, je serais prêt à gager que peut-être oui. Là. Est-ce qu'on peut dire, sans se tromper, que Stéphane Patry, c'est le meilleur agent au Canada? Stéphane Patry, là, c'est un calice dans tous les sens, man. Fait qu'il va être capable d'avoir ce qu'il veut, man. C'est juste ça que j'ai à dire sur le chum Stéphane, man. Qui, personnellement, a toujours été très gentil avec moi, mais ça, c'est parce qu'on n'a jamais échangé d'argent. Ben, nous, on le connaît pas personnellement, malheureusement. On est plus jeunes dans l'industrie, mais on en entend parler beaucoup. Mais de ce qu'on voit en termes d'agent, il a l'air très efficace. Oh, il très sait efficace. ce qu'il veut, puis il va l'avoir. Mais donc, tu parlais de Jourdain et de Tommy Morrison. Selon toi, c'est un combat finalement qui aura jamais lieu, en fait, de 1, par rapport à la différence d'expérience actuellement, et de 2, de parcours. On a un Louis Jourdain qui, selon toi, serait vite porté à disparaître du marché québécois. Ouais, puis tu sais, aussi du côté de Tommy, c'est un jeune qui est tellement intelligent, qui a une équipe alentour de lui incroyable. Étant tous ses coachs, étant GF, shout-out à Time Out, tu sais, ils savent ce qu'ils font, là. Tommy s'en va pas se battre pro à 4-0 contre Louis Jourdain, même s'il y a une ceinture en jeu, là. Tommy, il a un parcours qui est intelligent, puis qui est un peu planifié. T'sais, les étapes sont un peu imaginées d'avance là, dans son cas. Donc, je pense pas que c'est d'un plan de l'équipe Morrison de pogner Louis Jourdain avant qu'il s'en aille pour l'UFC. Ils vont le prendre s'il est encore là. Au moment où ils vont être prêts. Mais, tu sais, forcé d'admettre que Louis, le talent qui est, risque d'avoir son opportunité avant qu'on ait la chance de voir le combat contre Morrison. Maintenant, est-ce qu'on va l'avoir en co-main event ou en main event d'une carte UFC Canada dans 5 ans? J'espère, tu sais. Mais pas à Samouraï. C'est toujours un peu gênant, les combats Canada-Canada. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens à l'UFC, ni au PFL d'ailleurs. Mais on se retrouve avec des combattants Canada-Canada. Pas brand PFL, parce que ton pronostic de Samouraï va durer 2 heures, man. C'est ça, on en fera un autre. Je pense qu'il faudra faire un petit pronostic plus débrief de Romero Aubin-Mercier. Ouais. Ça vaut le coup. Parce que ça fait longtemps que tu me parles de Romero, en fait. Anthony Romero, c'est un des meilleurs prospects sur la scène. Son idole, c'est Georges Saint-Pierre. Il a modélé toute sa game alentour de Georges Saint-Pierre. Tu sais, c'est un des gros combattants complets du NTT. Il est incroyable. Maintenant, ce qui arriverait avec le bagage d'expérience pour battre Olivier Aubin-Mercier, qui est clairement au pic de ses habiletés, et en I don't give a fuck anymore mode. Tu sais, Oli, ça va pas faire le show là-bas. Là. Ouais. S'il faut qu'il body lock 15 minutes dans la cage puis que tout le monde tombe endormi, il va le faire. Là, parce que Oli, c'est l'argent qui est on his mind maintenant. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est dur de pencher pour Romero, mais là, on est en train de divaguer sur un temps, mon boy. Là. Ouais. Ouais, puis de toute façon, on avait dit 30 minutes. Je pense que de base, c'était totalement irréalisable. Mais bon, il faut setter des objectifs. Ouais. On est sur la fin. Il nous reste plus que 3 combats et non des moindres. Alex Morgan, first round finish, gros. C'est réglé. C'est autre chose. Non, je plaisante. Donc, Alex Morgan qui se bat contre un ancien pensionnaire du ONE FC.
Nagata. Alors, son prénom, Takuyo. que je vous dise pas de Takuya. bêtises. Takuyo ou Takuya? Takuya. Takuya Nagata. Takuya. Takuya Nagata. Un combat à 155 Ouais. pour faire Ouais. changement. Ouais. Short notice. Mukendi, c'est ton coach qui se bat. Donc vas-y, dis-nous qu'est-ce que tu penses de ce combat-là, quel est ton pronostic? On veut bien qu'on Je s'en suis pas doute. neutre. Hein. Je suis pas. Ouais, pas du tout. Je suis pas du tout. Non, je suis pas neutre. Je suis pas neutre. Forcément, je vais te dire que Alex. Après, il se bat contre un combattant expérimenté, donc faut faire, Faire attention. faut faire attention. Faut faire quand même attention. Je pense que le combattant contre qui il se bat, il a l'air d'avoir une assez bonne lutte. Mais je pense qu'Alex va vouloir rester debout. Alex aussi est solide en lutte, il se fait pas facilement amener au sol et il est solide debout. Il a une très bonne force physique et je pense qu'Alex il va le TKO. Est-ce que c'est le combat où Alex il en soumet un, là? Parce qu'on le sait qu'il est capable, il est Peut-être, bon. hein. Moi, j'ai roulé souvent avec Alex Morgan, il est très très bon. Là, je suis ceinture brune en Jiu, puis le gars, il est plus petit que moi, puis il me donne toutes les misères du monde. C'est un excellent grappler, Alex Morgan, puis je pense qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, honnêtement, les MMA maths, ça marche pas. C'est sûr que tu regardes ça, tu regardes un peu les combats de Nagata, t'es comme, il est bon, est-ce qu'il est aussi bon que Lucas Demchour? Non. Comment ça a fini avec Demchour? Pas très bien pour Lucas. Donc, c'est sûr qu'on serait forcé de croire qu'Alex va gagner ce combat-là assez facilement. De là à dire que c'est pour ça que les MMA maths, ça marche pas, parce que ça peut être un combat plus dur pour Alex que l'autre d'avant, même si, selon moi, c'est pas le meilleur adversaire. Oui, parce que l'autre va sûrement essayer de grapple Alex. J'ai tendance à plus vraiment m'inquiéter par rapport à ça, comme j'avais tendance à le faire, mettons, le 4-5 ans dans le cas d'Alex Morgan. Puis non, il va gagner. Puis je pense que justement, si ça se passe plus au sol que debout, Alex peut le soumettre, man. Alex, là, il y a plusieurs types de corps. Puis Alex, c'est un paquet d'os. Mais c'est un paquet d'os pointu. Il fait mal, man. C'est pas... Alex, là, il y a des petits crises de bras là, qui est capable de faufiler en dessous de ton cou là, parce que ses os sont pointus puis ça se faufile bien. Là. Puis les petits pointus, là, c'est un des styles les plus fatigants à affronter au sol, honnêtement. Fait que s'il a la chance de montrer beaucoup de sol, je pense qu'Alex peut le soumettre. Mais oui, Alex va gagner ça par finish. Premier round, deuxième max. Là. Moi, je vais y aller aussi avec Alex. Franchement, moi, Alex, qui m'impressionne, je pense même qu'il va le knock et que ça va pas aller au sol. Il a une droite qui est terrible. Et pareil, c'est low kick qui, moi, il m'impressionne à chaque fois. C'est ces deux coups. Bon, il est très complet, mais son low kick et sa droite, franchement, c'est quelque chose. Et même Ayman Zahabi nous en a parlé de cette droite. Il utilise beaucoup Alex pour s'entraîner, par rapport à ça, notamment pour se préparer pour son prochain combat. Donc moi, je vois un KO ou TKO d'Alex Morgan. C'est vrai que Nagata est un combattant. Il y a un style très japonais, là, ce que je veux pas stéréotyper, mais tu sais, les combattants japonais sont généralement des meilleurs grapplers que strikers, mais c'est pas des. Tu sais, c'est pas un spam wrestler à la Merab, comme je disais tantôt. C'est quelqu'un qui va essayer de travailler un peu debout, puis chercher son opportunité. C'est forcer son adversaire à se commettre, puis là, y aller pour un reactive takedown ou chercher une ouverture avec son striking pour ensuite shooter pour un takedown. Puis, tu sais, est-ce que tu veux comme striker avec Alex Morgan pendant 3 minutes et demie pour le plaisir d'eux, là? Pas sûr. Faire kicker dans les jambes, le jab, la droite, ça va sortir. Puis c'est tellement le fun que du côté d'Alex, on parle de ses meilleures armes, puis c'est comme c'est les strikes les plus normales du monde. Tu sais, c'est comme Charles Jourdain, ah, man, solide spinning back fist, des gros flying knee, puis ça veut pas dire que Charles Jourdain, il est all fluff puis no technique, mais Alex Morgan, là, ses meilleurs shots, là, c'est un jab, une main droite dans le milieu, un low kick, il n'y a rien de plus basique que ça, puis quand t'as quelqu'un que sa base, ses fundamentals sont solides à ce point-là, ça rend tellement tout le reste plus difficile, là. Absolument. On passe à ton combattant canadien peut-être préféré, The Body Snatcher, qui va sa première défense de ceinture. Ça va être compliqué contre Rodrigo Vargas. Ça va être très, très, très difficile. Rodrigo Vargas, c'est fou. Ouais. Est-ce que ça va être difficile au point que ça passe pas? Jesse Ronson, il paye pas au Canada, man. Donc, je le sais pas. Évidemment, tu sais,
un peu... Je veux pas ressortir la même analyse que j'ai sortie contre Robert Serres, là. Mais, tu sais, on a comme un peu vu de la part de Rodrigo que plus le combat allait, moins ça allait bien pour lui. Puis, pas nécessairement parce qu'il manque de cardio, mais je pense que c'est un combattant qui est tellement agressif qu'il va donner des ouvertures un jour ou l'autre. Puis souvent, ces ouvertures-là ont tendance à causer sa perte, que ce soit une soumission contre Paddy Pimblett à son dernier combat, ou que ce soit juste que le gars, il se laisse tellement apporter qu'il illegal nie l'autre doute, puis il perd par disqualification. Là. T'sais, on s'entend que souvent, Vargas, c'est ses propres erreurs qui vont venir lui coûter la victoire dans beaucoup de ses combats. Puis s'il y a 25 minutes dans le cage avec Jesse Ronson, il va faire des erreurs. Puis on a vu là, qu'est-ce qui est arrivé avec Robert, malheureusement, pour lui. Tu fais pas d'erreur contre Jesse Ronson. T'sais, c'est un suprême vétéran, puis tout. Cependant, j'ai encore la grosse question de est-ce que Rodrigo pourrait arriver là puis le blitzer, parce qu'on a vu contre Rafa Garcia, je ramène souvent ce combat-là, mais Jesse Ronson, c'est un combattant qui des fois va pas avoir le meilleur des premiers rounds. Puis après, il va rentrer dans sa game puis se remettre d'un peu ce qu'il a vécu au premier round pour se mettre à gagner le combat. Puis contre Rafa Garcia, malheureusement, c'est ça qu'on n'a pas vu. Il a eu son fameux premier round un peu difficile, mais il a comme pas été capable de shake it off pour rentrer dans sa game puis se mettre à gagner le combat. Donc, est-ce qu'on a juste un Jesse qui vieillit ici? Sûrement. Il affronte un gars aussi vieux que lui, par exemple. Donc, je veux pas mettre ça en facteur. Donc, tu sais, j'ai pas assez vu Jesse Ronson juste se faire smoke en début de combat pour pick Rodrigo Vargas pour faire ça. Fait que je vais quand même y aller avec mon boy Jesse. Est-ce que je suis un peu bias, évidemment? Comme vous le savez, c'est probablement mon combattant canadien préféré. Donc, c'est dur d'arriver ici puis pick contre lui quand j'ai vu comme 30 combats pro de Jesse Ronson. Puis, tu sais, je pense qu'il va gagner. Je pense que le premier round, ça va être l'enfer sur terre, parce que Rodrigo Vargas va toujours te donner toute la marde du monde au premier round. Mais je pense que Jesse va savoir profiter des erreurs que Rodrigo va inévitablement faire. Puis, il est rendu très opportuniste, Jesse Ronson. C'est un gars qui take over ses combats lentement, mais là, de plus en plus, tu vas faire une gaffe, puis il va te passer un choke vite, il va te passer quelque chose vite, puis là, soudainement, c'est fini, chose qui arrivait un peu moins avant. Donc, je pense que Ronson va capitaliser, puis il va gagner. D'ailleurs, le choke qui est passé contre Ceres, il n'aurait pas pu passer si l'arbitre n'avait pas enlevé la main de Ceres. Nous, on a des images qu'on a prises avec nos caméras où on voit ça vraiment précisément. Oui, le doigt est dans la cage, mais le bras de Ceres, il est là. Donc, tu ne peux pas passer. Quand l'arbitre enlève la main, le bras, il est là. Donc là, c'est une autre. Je comprends, mais qu'est-ce que ton doigt crisse dans la cage, chum? C'est juste ça. Mais ouais, écoute, regarde, En plus, il n'y avait pas de plus-value à mettre le doigt dans la cage. Voilà, c'est ça. Ton doigt ne doit jamais être dans la cage. Il n'y a aucune manière où c'est une bonne façon de défendre un choke ou un amener au sol ou une prise de dos ou whatever, tu sais. Mukendi, ton pronostic pour Vargas-Ronson? Deux anciens désolé pour ma connexion avec mon portable, deux anciens vétérans de UFC. Je connais beaucoup plus Jesse Ronson, où j'ai pu regarder ses combats, même par rapport à l'autre samouraï que Vargas. Mais Jesse, c'est un combattant très expérimenté avec un très gros fight IQ. Il sait toujours se réajuster quand il le faut. Vraiment, après, son palmarès parle pour lui. J'arrive pas à voir quelles armes a Vargas pour pouvoir le perturber, voire le déstabiliser et remporter ce combat. Donc, je vois vraiment un Jesse calme et l'emporter même à la décision s'il le faut. Parfait. Moi, je vais y aller avec Vargas. Je pense que Vargas, il a ce qu'il faut pour battre Jesse Ronson, tout simplement. Et puis, il est balèze aussi, hein, Vargas. Mais Jesse aussi, c'est deux gros 165. Mais moi, je vois Vargas. Il y a toujours un côté de moi, là, je te cacherai pas, qui vit dans la crainte à chaque combat de Jesse Ronson. Un peu comme Max Holloway. T'sais, Max Holloway, c'est un de mes préférés. Puis, je m'attends pertinemment à ce qu'un jour ou l'autre, t'ailles le contender random que dans son pick, j'aurais jamais pick contre Max Holloway.
puis qui va rien que knocker Max Holloway bien raide, parce qu'un moment donné, quand ça fait 10 ans que tu te bats au niveau élite de l'UFC puis que tu manges 100 coups de poing d'en face par combat, ça va juste commencer à apparaître. Je vis un peu avec cette même crainte-là du côté de Jesse que... si je regarde ses armes puis tout, genre, c'est dur de pick Vargas contre lui. Mais du jour au lendemain, Jesse peut se faire comme tagger au premier round puis perdre par knockout, puis là commencer à perdre des combats par knockout, parce que malheureusement, c'est pas mal de même qu'on voit tous nos combattants préférés ou presque finir. Fait que c'est comme... Je m'attends du jour au lendemain avec toute la tristesse du monde de voir ça arriver à Jesse, là. Malheureusement. Mais est-ce que ça va être contre Vargas qui a le même âge que lui? Je peux pas encore piquer ça, mais écoute, ça va être un jour ou l'autre, ça va arriver, là, malheureusement. Là. Mais encore une fois, ça va être un très très beau combat, je pense. Gros matchmaking un très beau spectacle. Samouraï là-dessus. Là. Un gars qui sort tout juste de l'UFC, premier combat depuis l'UFC à Samouraï MMA contre Jesse Ronson pour une belt. C'est du gros combat de calibre international. Il n'y a pas grave promotion au Canada qui t'arrive avec des combats internationaux de ce calibre-là, avec des gars accomplis comme ça. On passe au main event. Julien Leblanc contre Salaheddine Dekissi. Donc Julien Leblanc, si je comprends bien, il est déjà connu de la part des fans de MMA au Canada. Il avait démarré sa carrière professionnelle avec 5 victoires. Ensuite, il a enchaîné 2 défaites, mais contre des gros noms. Et il va se battre contre quelqu'un d'inconnu du public canadien, Salaheddine Dekissi, mais plus connu du public du monde arabe, disons, parce qu'il a beaucoup combattu dans des ligues arabes, notamment l'UAE Warrior. Et ça va être un gros combat. Je sais que Faber, tu connais bien Julien. Je vais te laisser commencer avec ton pronostic. Après, Moukenji. Ouais, c'est sûr que le caveat ici, c'est que Julien, c'est un bon ami personnel à moi. Je connais beaucoup de combattants, whatever, mais il y en a peu que je peux dire. Ça, ce gars-là, c'est mon ami dans la vie. Si je vais dans sa ville, c'est sûr que je l'appelle pour savoir ce qu'il fait. Puis Julien, c'est un de ces gars-là. C'est vraiment un de mes très bons amis que j'aime beaucoup. Donc, c'est sûr que j'arrive ici avec toutes les bias du monde. Mais c'est pas un match-up facile pour Julien, man. Vraiment pas un match-up facile. Salaheddine est grand. La question de sa grandeur est encore incroyable. Je l'ai vu à 6 à des places, à 6 pieds sur Sherdog, ça fait aucun sens. Au UAE Warriors, le combat que j'ai écouté, ils l'ont annoncé comme mesurant 6 pieds 3 pouces. On va faire une moyenne, puis on va dire que c'est ça. Là. Donc, à peu près la même grandeur que Julien. Apporte un peu les mêmes problèmes que Julien n'a pas vraiment su répondre à ses derniers combats. Mais les 2 derniers combats de Julien, c'est les 2 affaires les plus bizarres au monde, parce que il est arrivé la même chose, mais dans 2 scénarios ô combien différents. Le combat contre Damien Lapillus, Julien n'aurait pas dû essayer de faire 170 livres. C'était pas une bonne idée. Je pense qu'il n'y avait pas les bons outils pour la weight cut, puis il est vraiment gigantesque pour être 170 livres, même si, arguably, il est peut-être un peu trop petit pour être un vrai 185. Fait il a combattu en gagnant, en se disant « Ouais, je suis peut-être trop petit pour 185. » Puis là, il a eu la chance d'avoir un short notice. Damien Lapillus, évidemment, n'avait pas se battre à 185 livres contre un gars ici. Donc, il n'a pas eu le choix de descendre à 170. C'était dans les plans de l'essayer, mais clairement, genre... Même à la pesée, puis après la pesée, il n'était pas capable de se réhydrater. Son corps a extrêmement mal répondu à la weight cut. Donc, il est arrivé contre Damien, puis c'était pas Julien Leblanc là, qu'on a vu dans ce combat-là. C'était comme le spectre de Julien Leblanc. Aucune énergie. Tu sais, quand t'as tes premiers trainings, là, puis moi, je suis plus un grappler qu'un striker, là. Fait que t'as un gars sur toi. Puis le gars... T'as beau forcer du plus que tu peux, mais t'as plus rien là, dans tes bras. T'es même pas capable de mettre un peu de force. Puis tout ce que le gars fait, il est capable de le faire parce que t'es plus capable de résister tellement que t'es vidé, que t'es drainé. Julien, il est arrivé comme ça à ce combat-là. Il n'y avait rien à donner avant même que le combat arrive. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est mettre un astérix qui n'a peut-être pas lieu d'être mis sur une défaite, mais c'est ça le contexte de cette défaite-là. Ensuite, son combat à LFA contre Joel Bowman. Chris, Joel Bowman, il est gigantesque, man. C'est genre un des gros 185 côte à l'os, le gros, massif, fort physiquement, qui lui aussi a voulu pousser un game plan qui était vraiment grappling heavy. Donc, ces 2 défaites à Julien, t'as le scénario où lui, il a coté trop de poids puis il n'existait plus, fait qu'il a perdu.
Puis le scénario où son adversaire a coté tellement de poids que Julien avait un désavantage de poids assez incroyable dans ce combat-là. Ce qui m'amène à ici contre Dexy qui va être grand, qui est un bon judoka, mais qui a l'air un peu comme Julien, plus grand et long que massif. Donc, je pense qu'on a une différence de poids, un match-up au niveau du poids qui va être plus intéressant ici pour Julien. Puis, on a vu Julien, s'il est capable de garder son range, il a un très bon jab, c'est un combattant gaucher, donc c'est un match-up tricky pour la majorité des gens. Kick très bien en arrière de ses punches. Finit la majorité du temps ses combinaisons avec des kicks autant aux jambes qu'au corps. Il a un très bon body kick. Donc, je pense que ça va être à Salah Eddin de rentrer dans le range à Julien pour effectuer ses takedowns. Puis s'il réussit, ça va être dur pour Julien de vaincre ce match-up-là contre un autre bon grappler. Mais dans un scénario où Julien va avoir une weight cut qui est plus que raisonnable, s'est entraîné longtemps pour ce combat-là. Il y a eu une opération puis tout. Donc là, on n'a pas la moitié d'un Julien qui a un bras qui marche quasiment pas puis whatever. Le gars, il est là, il est en santé. C'est son moment. Il y a 500 000 commanditaires. Il a vendu une quantité de billets qui pratiquement un record pour Samouraï MMA. Il va avoir tous ces gens-là derrière lui. Je connais Julien. J'ai un peu peur que ça pèse sur lui, là, tout ça. Genre la pression de satisfaire tous ces gens-là. Je le sais qu'il est capable de rentrer dans sa propre tête par rapport à ça. Puis j'espère que ça n'arrivera pas parce que, comme j'ai dit, ça va être à Salah Eddin de rentrer dans le range de Julien pour faire marcher sa game. Donc je pense que par défaut, c'est un style match-up qui avantage Julien Leblanc. Puis c'est pour ça que je vais le pick dans ce combat-là pour remporter la victoire devant les siens puis envoyer les partisans à la maison contents. Parfait. En fait, il tombe contre Salah qui a l'habitude de combattre à l'étranger aussi. Donc, il a l'habitude de gérer la pression des supporters qui sont pas toujours avec lui. Et Salah, c'est un bon striker. Il est excellent aussi il excelle aussi au sol. Donc, il est lourd. Il est lourd, bien grand. Et je pense que ça va être une soirée très compliquée pour Julien Leblanc et qui tombe contre parfois ses défaites sont contre des adversaires qui sont expérimentés comme tu as pu citer Damien Lapillus. Et je pense que Salah il a quoi peut-être 10 combats, 6 victoires, 4 défaites je crois. Ouais. Et c'est un combattant aussi expérimenté qui a été baigné très tôt qui a été faire très tôt des combats à l'étranger, gérer une certaine pression. Et cette pression-là, je pense qu'il va pouvoir la gérer. Il est au Canada, il aura peu de gens qui vont être de son côté. Il y a plus de gens qui seront du côté de Julien Leblanc. Mais je pense que ça, là, il va surprendre et on va entendre parler de lui. Avec une vue. Donc, je vais aller avec une bonne victoire de Salah. Comment tu vois cette victoire? Une décision? Ah, je vois un TKO. En toute ouais. sincérité. Ça va être un énorme combat, ça aussi. Je suis très hypé par ce combat. C'est dur à pronostiquer de mon côté, mais je vais quand même... Je pense que je vais y aller avec Salah, une victoire de Salah. Parce que de ce que j'ai pu voir, le match-up fait que ça avantage Salah, le style, donc je vais y aller avec Salah. Un combat local aussi, hein, ici. Il faut le mentionner, Salah Eddin est rendu à Montréal, s'entraîne au Track Fit avec Coach Will, avec Francis Carmon, donc qui est rendu un gars d'ici. Donc, match-up local, man. On en a 3 sur la carte, c'est le fun, c'est ça qu'on aime. Main event, 2 gars qui... Montréal contre Gatineau. Puis 2 gars aussi que j'ai pas mentionné dans mon analyse, mais qui... Les 2 se sont pas battus depuis à peu près le même nombre de temps. Donc, côté, on pourrait dire, ouais, c'est ça. Donc, on va dire, Julien va être rouillé un peu, mais Salah aussi, ça fait aussi longtemps qu'il n'a pas eu la chance de se battre. Donc, je pense que le côté ring rust, ça s'annule de ce côté-là. Donc, vraiment intéressant à main event. Grosse prise là, de Samouraï MMA. Si on peut voir Salah Eddin dès qu'ici, win or lose, là, pour d'autres combats par après, je pense qu'il pourrait apporter beaucoup là, à cette division-là. Absolument. Une division très intéressante. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup. On a un peu dépassé le temps. Mais c'était qualitatif.
J'espère qu'on a pu orienter et aider les gens à comprendre un peu mieux les combats qu'ils vont voir. On se voit à Gatineau, Yes, à la Faber, pesée, man. Je finis Mukendi de travailler à aussi. 7 h le matin, Yes. le gros, je prends mon char puis je m'en viens, man. Let's go. Ça se passe. Parfait. Merci de nous avoir écoutés et on se voit à Samouraï MMA le 26 à Gatineau tout le monde. Ciao.